Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais continuer à faire rentrer dans la salle d'attente les derniers arrivants. Bonsoir à tous, donc bienvenue pour ce 33e numéro des Rendez-vous INSEXPO. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Romain Gourjon de chez Sport5. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Merci Romain déjà de votre présence. On voit que vous êtes, j'imagine, au bureau puisque entouré de jolis maillots des clubs dont vous gérez notamment les assets. Donc, est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter, Romain, quel est votre parcours et puis évidemment le poste que vous occupez chez Sport5? Très bien, alors je suis donc Senior Hospitality Manager chez Sport5. Mon parcours, donc j'ai fait après le bac, j'ai fait un IUT technique de commercialisation. Mon souhait étant dès le début de m'orienter un petit peu vers le commercial. À la suite de ça, j'ai fait une école de commerce, donc un Master 2 à l'ISC Paris en management des relations commerciales. Entre mon Master 1 et mon Master 2, j'ai eu l'occasion de faire une année de césure avec notamment un stage de 6 mois au Paris Saint-Germain en tant que business developer sur la partie billetterie et hospitalité. Ça s'est très bien passé et j'ai enchaîné après donc, mon Master 2, cette année de césure et mon Master 2 avec un CDD au Paris Saint-Germain, puis un CDI. J'ai fait à peu près 4 ans au Paris Saint-Germain, donc au service billetterie et hospitalité. C'était très billetterie dans un premier temps en stage, puis après on est parti, on s'est orienté un peu plus sur l'hospitalité, donc les packages VIP du Parc des Princes. Donc ça pendant à peu près 4 ans et par la suite j'ai rejoint le groupe Lagardère, anciennement groupe Lagardère, la branche sport, qui est devenu Sport5 depuis peu. Je vous entends pas Julien, il n'y a pas le micro. Merci Romain pour la présentation. Est-ce que rapidement, alors même si ça parle évidemment à nos étudiants, mais vous pourriez repositionner maintenant Sport5 avant Lagardère dans cet univers du marketing sportif en général? Oui, bien sûr. Alors, Sport5, on est une agence de marketing sportif, leader sur le marché français. On était auparavant donc le groupe Lagardère Sport, enfin la branche sport du groupe Lagardère. Il a cédé, donc le groupe Lagardère a cédé cette branche sport pour se concentrer sur d'autres secteurs d'activité. Donc maintenant le nouvel actionnaire est donc HIG Capital. Donc aujourd'hui, on a, si vous voulez, un nouveau souffle au sein de Sport5, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux droits à commercialiser tant d'un point de vue sponsoring que sur les hospitalités, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Donc on a vraiment aujourd'hui quelque chose de redynamisé et un nouveau souffle sur le marché du sport et on reprend une vraie, on va dire, une vraie place de leader au sein du marché français. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu, par exemple, les droits que vous avez? Qu'est-ce que vous gérez au quotidien chez Sport5 en termes de droits marketing, mais aussi certainement d'hospitalité? On y reviendra après sur votre métier plus particulièrement. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, on a ce qu'on appelle un modèle de régie commerciale donc, qui a été justement créé à la base par le créateur de Sport5, parce qu'on s'appelait déjà Sport5 au tout début. Ce modèle de régie commerciale, le but est tout simplement, si vous voulez, d'avoir des équipes au sein des clubs directement pour gérer tout l'aspect communication, marketing et commercial. Donc on va avoir ces droits-là dans différents clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2, comme par exemple l'Olympique lyonnais, Lille depuis peu, le dernier à avoir rejoint les rangs de Sport5, mais c'est le cas également de l'AS Saint-Étienne, Auxerre, Lens, Valenciennes par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. C'est en tout cas, vous mettez à disposition des équipes dédiées sur place qui ont décidé d'externaliser leur force commerciale. Exactement, tout à fait. Et on accompagne
Ensuite, sur la partie sponsoring, soit donc des marques qui veulent communiquer dans le sport avec des ayants droit. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de trouver un terrain d'entente entre les ayants droit qui cherchent des marques pour communiquer sur leur maillot, sur leur emplacement publicitaire. Ça peut être par exemple la Ligue de football ou des clubs de Ligue 1 sur les maillots. Si vous voulez, on est un petit peu l'interface entre les deux pour voilà, trouver un terrain d'entente sur ces marques-là et les ayants droit. Alors, si on rentre un petit peu plus maintenant dans votre métier à vous, c'est-à-dire votre fonction, Oui, donc votre titre est en anglais, oui. est-ce que déjà c'est parce que votre métier est en anglais au quotidien ou pas? Non, en réalité, il ne l'est pas tant que ça. D'accord. On a des clients à l'international, mais c'est vrai qu'on va dire que 90% de notre clientèle se situe en France, pour ne pas dire 95% de notre clientèle. Donc voilà, on a un titre en anglais, mais ça présente bien, on va dire que c'est aussi une question d'image, on peut pas s'en cacher. Le terme d'hospitality renvoie un petit peu, si vous voulez, sur les packages. Au final, on appelle ça hospitalité en français, mais ça parle beaucoup moins au public français. Mais c'est tout ce qui est donc package VIP dans les stades, avec un accueil privilégié, des places très bien situées dans le stade, et donc un cocktail dînatoire, un dîner, quelque chose qui vient agrémenter, on va dire, les places dans le stade. Donc vous êtes en charge au quotidien de la commercialisation de ces packages VIP. Est-ce que c'est uniquement auprès des clients de Sport5, c'est-à-dire des clubs que vous gérez, des événements que vous gérez, ou aussi de manière générale, plus globale? Alors, si vous voulez, on a à la fois des événements sur lesquels on a des contrats. On est agence officielle, par exemple, de Roland-Garros et du Stade de France. Donc, cela va être ce sont nos missions principales, donc de commercialiser les packages VIP sur la quinzaine de Roland-Garros et également sur les matchs au Stade de France. Mais on a aussi des partenariats, des accords avec l'ensemble des clubs, un réseau très développé avec l'ensemble des clubs en France, que ce soit football, rugby ou tous les ayants droit. Donc on est amené à commercialiser en fait toutes les offres en France sur toutes les offres VIP hospitalité. Même si, bien sûr, on a nos objectifs qui sont concentrés sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Roland-Garros et le Stade de France. Et on a une partie, pour tout vous dire, internationale. On a une agence de voyage qui a été internalisée au sein de Sport5. L'idée est de proposer des voyages VIP sur des événements sportifs. Ça peut être, par exemple, un déplacement du PSG en Ligue des Champions. Comme ça va être le cas à Madrid prochainement, donc sur le huitième de finale, et également sur le tournoi destination. On fait toujours les déplacements, donc cette année à Cardiff et Édimbourg, où on crée un package clé en main pour nos clients, qui inclut donc le voyage, les transferts, la place dans le stade, les restaurants, l'hébergement, voilà, tout clé en main, tout simplement, pour que ce soit le plus simple possible pour nos clients qui n'ont pas le temps de créer ce type d'offre. Si on rentre en détail dans votre métier, au final, votre job au quotidien, c'est du commercial, c'est du business développement, c'est véritablement du démarchage clientèle. Vous aimiez ça, c'est vraiment ce que vous aviez envie de faire, d'aller chercher du client? Exactement, tout à fait. Vous avez bien résumé la situation, Julien. On est des commerciaux, on est des business développeurs. C'est le cœur de notre métier. Donc, on a la chance de le faire dans le sport, un secteur qui est très sympa, mais on est vraiment des commerciaux. Donc, on va chercher au quotidien du business. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire, que j'ai toujours voulu faire. Euh, Si possible dans le sport, j'ai réussi à le faire et j'en suis très content. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, car bon, voilà, j'aime beaucoup le relationnel, le contact client. Et donc oui, et pour répondre à votre question, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler notamment de cette phase de prospection? Comment vous vous y prenez pour aller
contacter des nouveaux clients? Est-ce que vous avez déjà une base N-1, j'imagine, N-1, N-2, sur lequel vous retravaillez? Est-ce que vous êtes toujours en élément de développement? Est-ce que même une entreprise comme Sport5, qui est le leader du market sportif, a aussi besoin d'aller chercher des nouveaux clients, ou est-ce que ça tombe tout seul, très clairement? Alors, on a besoin de constamment aller chercher des nouveaux clients. C'est-à-dire que même en étant Sport5, on a des très belles références, de très beaux ayants droit et de très belles marques à commercialiser, mais on a besoin tout le temps de se renouveler et d'aller chercher des nouveaux clients. Au quotidien, mon travail, il est très simple, c'est que j'ai un portefeuille client, comme dans tout secteur d'activité. L'idée étant de le développer, de le renouveler et de le développer. Par exemple, une société qui a assisté à Roland-Garros l'année dernière, mon job va être tout simplement de faire en sorte à ce que l'année prochaine, il réassiste à Roland-Garros. Si possible, de développer, c'est-à-dire que ce soit sur Roland-Garros, donc par exemple plus de journées, plus de packages, ou sur d'autres événements. Peut-être qu'il a des clients aussi qui sont rugby. Donc on va essayer de discuter des autres événements, concerts, rugby, pour essayer de développer le chiffre d'affaires de la société en question. Donc ça, c'est la partie renouvellement. Et on a une partie nouveau business constamment, c'est donc aller chercher des nouveaux prospects, de nouvelles sociétés pour commercialiser tout simplement nos offres. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez de façon constante des sociétés qui vont arrêter pour X ou Y raison. Ça peut être parce qu'il n'y a plus de budget, parce que la société va mal, le secteur d'activité va mal. Par exemple, avec le Covid, certains secteurs d'activité ont été très impactés, donc il faut se renouveler. Nous, on se doit d'être complet sur chaque événement, donc il faut aller chercher de nouveaux clients. Et donc voilà, on va tout le temps à la chasse. Vous avez un taux d'attrition, donc de perte de clients qui est quand même assez important tous les ans. À peu près, pour donner une idée, 30-40% des clients selon les événements, même sur un événement comme Roland-Garros. Donc vous êtes dans le besoin constamment d'aller chercher du nouveau business. Il faut aimer, il faut vraiment aimer aller chercher du business. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très sympa quand vous aimez ça, bien sûr. Alors, vous disiez ce taux de perte d'environ 30 à 40%, donc il y a ce parc de clients à renouveler. Comment vous faites pour générer des leads, très clairement, pour essayer d'obtenir des prospects? Est-ce que vous faites de la pige? Est-ce que vous regardez ce que font les autres ailleurs? Comment vous fonctionnez là-dessus? Il y a plein. Alors, quelle typologie de client peut être ouais. intéressé par le SPI? D'accord. En fait, il y a plein de pistes. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que en fait, c'est un peu un jeu de pistes. Voilà, je vais chercher des nouveaux contacts, notamment sur LinkedIn. Alors, vous avez des outils qui vous permettent d'avoir des informations un peu plus poussées. On utilise un outil qui s'appelle Nomination, notamment, qui permet de référencer. Vous pouvez choisir les directeurs marketing, communication, ou les directeurs commerciaux qui vont être des cibles voilà, pour nos produits. Donc vous sélectionnez une cible et donc vous avez un listing que vous devez par la suite contacter. Alors pour ça, vous pouvez utiliser LinkedIn, vous pouvez utiliser votre téléphone. C'est la plupart du temps d'ailleurs ce qui se passe. C'est d'abord une approche téléphonique, un mail, LinkedIn, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité. Il faut aussi, par exemple, vous allez vous balader sur LinkedIn, vous voyez que telle société a mis une photo hier au stade Vélodrome, par exemple. Bah, vous savez que c'est une société qui fait des relations publiques. Donc, peut-être qu'elle va avoir un intérêt pour inviter ses clients sur Roland-Garros, sur le Stade de France, sur un autre événement. Donc, on essaie de prendre contact avec cette société pour essayer de développer. Et par la suite, sur la typologie de clients, vous parlez peut-être des secteurs d'activité, Julien? Ouais, peut-être. Est-ce que c'est plus orienté vers des grandes entreprises, vers des multinationales? Est-ce que c'est du BTP? Enfin, est-ce que vous avez fait une typologie de clients là-dessus? Oui, effectivement. Alors, je vous dirais que sur la taille des entreprises, vous avez vraiment tout type de société. On retrouve aussi bien des boîtes du CAC 40 que des TPE, ou vraiment des toutes petites entreprises avec quelques salariés. Mais
parce qu'elles comprennent l'importance de ce relationnel et ce que peut vous apporter un outil comme les relations publiques et les invitations clients. Voilà, elles comprennent qu'il y a un besoin et elles invitent leurs clients. Après, sur la typologie, enfin plutôt le secteur d'activité, on va retrouver très clairement le BTP en pole position, si on peut le dire ainsi. Et après, vous avez beaucoup de sociétés dans le consulting, je dirais aussi tertiaire, qui sont représentées. D'accord. Les BTP, grande majorité. Ok. Quels sont les arguments que vous mettez en avant quand vous êtes en phase de prospection, quand une entreprise, vous devez mettre en avant les avantages de faire de l'ARP, de l'HOSPI. Qu'est-ce que vous vendez à votre client? Est-ce que le client est vraiment euh, attentif à la qualité de la prestation ou à l'événement auquel il participe ou aux deux? Eh bien, tout va dépendre des clients, pour être totalement transparent avec vous. Euh, Certains clients vont chercher vraiment l'événement, c'est-à-dire que voilà, vous avez des fans inconditionnels du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France de rugby. Donc là, ils vont chercher l'événement. Et ils savent que c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec leurs clients. Donc ça tombe parfaitement, ça tombe très bien pour eux et à ce moment, ils en profitent pour inviter donc certains de leurs clients. D'autres, ça va être le relationnel, pas forcément l'événement en lui-même. Beaucoup, comme je vous l'indiquais précédemment, se rendre compte de l'importance de créer une relation avec votre client, votre partenaire commercial. Quand vous les invitez sur un événement sportif comme Roland-Garros, il faut s'imaginer dans le contexte. Et c'est justement un de mes arguments, c'est que j'essaye de les projeter dans la journée à Roland-Garros. Donc voilà, vous avez par exemple sur les sessions de soirée, vous avez un accueil à 18h, 19h à peu près. Vous venez après votre journée de travail. Vous avez un apéritif de bienvenue. Donc, vous prenez un verre avec votre client. Ensuite, vous passez à table sur un dîner gastronomique où vous avez votre table privative juste pour vous et votre invité. Donc, vous partagez quelque chose. Vous apprenez à le connaître. Et après, vous assistez. Vous avez des superbes places sur le cours central pour le top match de la journée à 21h. Donc, vous voyez, juste en disant ça, vous le projetez. Il va s'imaginer avec son client. Ça, c'est un des arguments phares. Et les clients, beaucoup, cherchent donc créer du relationnel avec leurs clients pour se démarquer de la concurrence. Si vous êtes avec lui pendant 2-3 heures sur un match, vous allez pouvoir le connaître un petit peu plus précisément, savoir voilà, ce qu'il aime dans la vie, savoir un petit peu peut-être de sa vie privée. Et c'est des choses qui vont vous aider dans votre business au quotidien. Quand vous allez le rappeler par la suite, vous pourrez, voilà, comment va ton fils, comment se sont passées les vacances dans le sud. Enfin voilà, vous avez des petites accroches, vous pouvez créer des liens. Et dans le business, vous le ressentez tout de suite et vous avez un retour par la suite. Et c'est pour ça que voilà, moi, j'oriente beaucoup là-dessus. Et certains des clients vont chercher cette émotion que vous allez transmettre et cette intimité que vous allez pouvoir créer avec votre invité. La dernière chose, pour avoir fait le Paris Saint-Germain, pour avoir été au Paris Saint-Germain pendant de longues années, j'ai pu constater que vous avez également des personnes qui ne sont pas du tout fans du Paris Saint-Germain. J'ai eu des clients qui sont fans de l'Olympique de Marseille qui me disaient clairement et qu'eux, ils détestaient aller au Parc des Princes. Mais cet outil était tellement puissant pour leurs affaires qu'ils avaient des abonnements au Parc des Princes et étaient obligés d'aller au Parc des Princes tous les 15 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, mais voilà, pour quelqu'un qui est supporter de Marseille, c'est pas forcément simple. Mais vous avez un outil qui est tellement puissant, tellement efficace que voilà, il l'utilise. D'accord. Est-ce que c'est pas difficile, vous qui êtes donc l'entremetteur, celui qui met en lien l'ayant droit avec la marque, en l'occurrence dans l'achat d'hospitalité et la vente pour vous, est-ce que c'est pas difficile pour vous qui ne gérez pas l'hospi au quotidien? C'est-à-dire, comme vous n'avez pas peut-être vous allez me reprendre, mais d'action sur le servicing, c'est-à-dire sur la livraison de la prestation. Comment vous assurez-vous de la qualité de la prestation quand vous avez vendu un accueil hôtesse, un parking, un repas gastronomique, un open bar? Comment vous vérifiez ça? Est-ce que vous allez avant? Comment ça se passe? Alors, si vous voulez, déjà, on travaille avec des partenaires de confiance, des ayants droit de confiance, des clubs, par exemple, que l'on connaît. On ne va pas envoyer, si vous voulez, un client sans être sûr que l'offre est qualitative, qu'il va avoir donc un accueil privilégié, en tout cas quelque chose qui va correspondre à ce qu'il souhaite. Si vous voulez, voilà,
quand vous êtes sur Roland-Garros, Stade de France, ça fait des années qu'on travaille, que l'on vend ces prestations-là, vous êtes vraiment sûr que c'est un réceptif de qualité. Maintenant, il nous arrive d'avoir des demandes aussi un peu plus particulières à l'étranger, par exemple quand on fait les déplacements à l'étranger. Eh bien, si vous voulez, on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous qui connaît très très bien ces destinations-là, qui a fait les déplacements du 15 de France pendant de longues années, et donc qui connaît très bien toutes les villes, donc que ce soit Cardiff, Édimbourg, Dublin, voilà, par exemple, et donc connaît aussi les personnes, les restaurants, voilà, à qui s'adresser, et donc au moins on est sûr de ne pas faire d'erreur et de se tromper là-dessus. D'accord. Donc, Quel est, vous, dites-moi. votre plus grand moment sportif que vous avez vécu quand vous accompagnez vos clients, ou là où vous trouvez que la prestation est la meilleure, si on s'enlève de l'émotion, est-ce que vous pourriez nous donner un peu vos ressentis là-dessus? Alors, pour tout vous dire, pour ce que j'ai pu vivre, j'ai trouvé que Roland-Garros est quelque chose d'assez extraordinaire vraiment sur l'expérience client. Le Paris Saint-Germain également, les espaces VIP que le PSG a construit depuis quelques années avec l'arrivée des nouveaux actionnaires est un outil pour moi extraordinaire. Euh, Très clairement au-dessus de beaucoup en France. Et donc, ça va être deux des événements, je pense, qui marquent le plus par la qualité des prestations au quotidien sur ces événements. Comment vous, alors, il y a un chiffre qui m'a intéressé, alors il est malheureux commercialement, vous disiez ce taux de perte d'environ 30 à Oui, 40%, c'est quand même assez élevé en tout à fait. l'occurrence. Donc vous l'expliquez par différents facteurs, le fait que le budget, d'autres projets, Mm. etc. Comment vous arrivez de plus en plus dans la démarche de sponsoring? Les marques tentent de mesurer le retour sur investissement. Comment vous accompagnez vos clients dans la mesure de ce taux de retour, de ce taux de satisfaction? Qu'est-ce que vous mettez en place, si vous mettez des choses en place pour mesurer si les hospices les ont aidés dans le développement? Alors, on n'a pas d'outils précis, si vous voulez, mais nous, l'idée, c'est que on crée aussi, voilà, les clients, quand ils invitent, ils créent une relation commerciale. L'idée, c'est que nous, on crée la nôtre aussi sur ces événements-là. On est présent sur les événements pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, on les accompagne, on discute avec eux, on crée aussi un lien. Et derrière, si vous voulez, il y a la plupart du temps un appel pour avoir un débrief, savoir si tout s'est bien passé. Et à ce moment-là, voilà, on échange un petit peu sur l'efficacité de ces hospitalités. Maintenant, parfois, le retour se fait un petit peu sur le long terme. Donc, vous ne pouvez pas avoir un retour tout de suite. Enfin, la personne que vous avez invitée peut vous signer un contrat 6 mois après, 1 an après. Donc, si vous voulez, c'est aléatoire. C'est difficile de le quantifier de façon précise, comme quand on parle de sponsoring, où vous avez des chiffres, des chiffres précis sur les taux les audiences. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ceci dit, vous avez par exemple dans le BTP, beaucoup de mes clients. Moi, la question que je vais leur poser à la suite, c'est est-ce que vous avez eu une retombée sur ces invitations-là? Et beaucoup me disent que oui, effectivement, grâce à ça, ils ont signé un chantier, par exemple, ils ont signé un gros contrat qui amortit totalement, par exemple, le prix des hospitalités. Et pour eux, ils ont un retour sur investissement très, très intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, on se cale là-dessus plutôt. Vous l'avez évoqué aussi un peu tout à l'heure, il y a eu la période de la Covid qui a certainement fait en sorte que des clients vous ont quitté. Oui. Vous, qui vendiez donc de l'hospitalité dans le sport, donc au quotidien, il n'y a pas eu de rencontre sportive, ou quasiment pas en tout cas. Comment vous vous y êtes pris? Quelle a été la situation? Quel a été votre métier dans ce moment-là, etc. Pour être totalement transparent, c'était une période très compliquée. D'un point de vue professionnel, c'était, bon, personnel comme tout le monde, mais professionnel, c'est vrai on était au chômage partiel, mais de façon très importante et assez longuement, puisque aucun public pendant très longtemps dans les stades. Du coup, l'idée
déjà, d'un point de vue hospitalité pure, c'est essayer de garder un contact avec ses clients au maximum, c'est-à-dire que, écoutez, vous passez un petit coup de fil pour savoir comment ça se passe pour eux, s'ils ont toujours d'activité. Voilà, c'est vraiment un coup de fil, on va dire, peut-être tous les 2, 3 mois pour maintenir un contact et pas se faire oublier. Et sinon, puis après il faut se réinventer, hein, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que on a donc d'autres activités, comme on l'a indiqué tout à l'heure, avec le sponsoring sportif. C'est des choses qui ont continué même pendant la Covid. Les marques communiquaient toujours dans le sport. Donc l'idée était en fait, si vous voulez, on n'est pas fermé, on n'a pas des départements fermés. On a la possibilité de commercialiser aussi une partie sponsoring. Donc on a pu prêter main forte au département sponsoring. Est-ce que vous allez, par exemple, intervenir sur la Coupe du Monde 2023, sur Paris 2024? Je sais qu'il y a un de vos concurrents qui est notamment positionné, mais quel est votre regard là-dessus, sur la partie hospi en tout cas? Oui, on a de très beaux événements, comme vous les avez cités, qui arrivent en France. Nous, tout simplement, voilà, comme je vous l'ai indiqué, on est l'agence leader sur le marché français. L'idée, c'est d'être donc représenté, et bien entendu, sur ces événements qui auront lieu en France et qui ont une dimension internationale. On se doit d'être présent. Et donc, nous serons présents pour commercialiser les offres hospitalité, et notamment là pour la coupe du Monde de rugby 2023. Donc, nous avons les droits depuis peu, mais nous avons les droits pour commercialiser toutes les offres hospitalité qui auront lieu donc sur les différents stades français pendant la Coupe du Monde de rugby. Les JO, c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé, si vous voulez, c'est des choses qui se décident un peu dans le temps et qui prennent un peu plus de temps pour créer leurs offres, etc. Mais bien sûr, c'est des choses sur lesquelles Sport5 se positionnera pour commercialiser les offres. Vous, est-ce que ce métier de commercial, ça fait plusieurs années que vous le faites, est-ce que il y a une forme de lassitude ou est-ce que vous avez vraiment envie de continuer là-dedans? Vous avez d'autres projets personnels et professionnels, notamment eh bien, d'un point de vue global? Alors, pour tout vous dire, c'est vraiment un métier pour moi que je trouve qui est passionnant. Le métier de commercial est passionnant et encore plus dans mon secteur d'activité. J'ai la conscience et d'avoir la chance de faire ce métier dans le sport. Euh, je, Si je peux me permettre, je m'éclate au quotidien à aller chercher du business. Et c'est vrai que maintenant, ça fait un petit moment que je suis commercial, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je compte pas m'arrêter. J'ai depuis peu aussi une casquette de manager dans l'équipe hospitalité. Donc, on est une équipe aujourd'hui de 5 personnes qui se développe. Donc, ça donne, si vous voulez, un nouveau souffle, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, quand vous êtes commercial, vous avez vendu les produits hospitalité pendant assez longtemps. C'est bien d'avoir de nouvelles perspectives et de nouvelles, on va dire, responsabilités. Donc, c'est le cas avec cette casquette de manager. Donc, je suis très content et je compte bien rester dans le domaine du sport. Mon idée est donc de rester dans ce milieu pendant toute ma carrière. Pour vous donner une petite idée, j'ai fait une petite aparté entre mon expérience au PSG et mon expérience chez Sport5 dans le courtage en prêt immobilier, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Donc j'ai quitté le Paris Saint-Germain pour aller faire du courtage en prêt immobilier pour voir autre chose. J'avais fait un petit peu le tour du Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu, qui ne me correspondait pas en fait, tout simplement, qui est très intéressant mais qui ne me correspondait pas. Donc je suis revenu très vite dans le sport et mon idée est de rester dans le sport et de me développer. Donc voilà, et de rester chez Sport5 ou chez un ayant droit par la suite. Est-ce qu'il y a une question, vous pourriez, comme question d'Emilien, comment se décompose le chiffre d'affaires de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des grandes masses, notamment, que vous pourriez nous communiquer en pourcentage, hein, évidemment, ou ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue hospi, sponsoring, comment ça se décompose? Alors, je ne peux pas rentrer dans les chiffres très précisément, mais en fait, vous avez une grande partie
qui est le sponsoring sportif. La plus grande partie va être la partie sponsoring. Parce que tout simplement, déjà, vous avez des contrats qui sont beaucoup plus importants dès le début. On n'est pas sur les mêmes montants lorsque vous signez une face avant d'un maillot que j'ai derrière moi, par exemple, que 10 places sur Roland Garros, bien entendu. Donc la grande partie va être sur le sponsoring, avec une partie un peu moindre sur les hospitalités. Et vous avez une partie merchandising aussi que l'on a chez nous qui se développe et qui est aussi importante. Mais je peux pas vous donner de chiffres très précis. Alors, une autre question, cette fois d'Arnaud. Merci pour ce moment instructif. Comment Sport5 gère le fait d'accompagner autant de clubs de Ligue 1, Lille et Lens par exemple, aussi bien en hospi qu'en sponsoring? N'existe-t-il pas une sorte de plafond de verre sur l'écosystème français, particulièrement le football? Alors, déjà, si vous voulez, on a nos équipes qui sont directement dans les clubs. Donc Lille et Lens, ce sont deux équipes qui sont totalement différentes. Les commerciaux n'interagissent pas vraiment entre eux. Les clients sont... Alors vous retrouvez bien sûr dans cette région des clients qui sont un petit peu présents sur les deux, mais c'est quand même, voilà, soit vous êtes pour l'un, soit vous êtes pour l'autre, c'est quand même assez clivant. Donc là-dessus, non, pas vraiment une limite. Et après, on est présent un peu partout en France, donc vous êtes sur des régions différentes, des régions économiques différentes, pas les mêmes histoires. Donc si vous voulez, c'est des schémas qui sont tellement différents que il n'y a pas vraiment de notion de plafond, si vous voulez, par rapport à ça. Nous, l'idée, c'est d'aller chercher, bien sûr, d'autres droits par la suite, d'autres ayants droit, d'autres régies commerciales, donc se développer, donc d'aller chercher d'autres clubs, au contraire. Donc, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, à se dire qu'on va avoir trop d'équipes ou qu'il y a un plafond. On a des nouveaux droits, on a un nouveau club, on a des nouvelles équipes qui viennent également. Sport5 grandit. Et en fait, la plupart du temps, pour vous donner une idée, vous avez des équipes qui sont en club. Par exemple, ça a été le cas au LOSC. Vous avez des équipes club qui, donc, au final, deviennent Sport5. Leur contrat de travail passe Sport5, mais connaissent très bien l'environnement lillois. Donc, non, mais en fait, il n'y a pas de plafond de verre. On veut se développer et agrandir tout ça. Quelle est la difficulté, s'il y en a une? Donc vos équipes sont dédiées, sont mises dans le club, dans la structure, mais elles restent salariées de Sport5. Est-ce que ça, c'est pas compliqué, ce côté externalisation pour le club, mais internalisation des équipes? Est-ce qu'ils n'ont pas deux managers, la présidence de la structure, mais votre direction générale à vous? Comment ça se passe, ça? Oui, alors, Le but n'est pas de me faire une réponse de Normand, mais enfin, je connais un peu la situation, vous le savez, Romain. Et par exemple, l'Olympique Lyonnais qui internalise, enfin, qui a une force commerciale dédiée, mais qui fait aussi appel à Sport5 avec son offre externalisée. Comment ça se passe là-dessus? effectivement, forcément, vous avez des zones, des moments où ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel entre les deux, parce que l'intérêt elle-même, c'est de développer le chiffre d'affaires du club, mais vous avez donc deux équipes totalement différentes avec très peu d'interactions entre elles. Donc ça complexifie un petit peu les choses, surtout vis-à-vis des clients. Quand vous êtes une société, vous recevez un appel de l'OL Sport5 et de l'équipe du club OL. Vous ne comprenez pas trop la différence, donc ça c'est sûr que c'est pas simple au quotidien. Après maintenant, euh, il faut être malin. Il faut être malin et c'est aux commerciaux et aux équipes de s'adapter. Il ne faut pas faire sentir aux clients ce genre de choses. Bien sûr, voilà, au sein des clubs, vous avez parfois des petits conflits, on va dire, en interne. Mais voilà, c'est au rôle de la direction commerciale de Sport5 qui est en lien avec les clubs de trouver un terrain d'entente et de faire un petit peu le tampon, si vous voulez, entre les deux et pour que les choses se passent au mieux, puisqu'on a au final le même intérêt. D'accord. Quels sont là les projets qui vont arriver ces prochains mois, ces prochains jours? Sur quoi vous travaillez? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur lesquels vous bossez? Vous parliez de Roland Garros. Est-ce que l'hospi est full, par exemple, pour Roland Garros? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette inquiétude de la Covid? Là, ça y est, les stades vont être, les salles vont être réouvertes, sans jauge.
Mais est-ce que le public n'est pas inquiet par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi là-dessus? Alors, premièrement, sur les projets actuels, on travaille énormément sur le tournoi Destination qui arrive à grands pas, puisqu'on débute avec France-Italie le 6 février, puis France-Irlande. Donc, c'est des sujets voilà, sur lesquels on travaille beaucoup au quotidien, surtout vu l'actualité, où vous avez des clients qui sont inquiets pour rejoindre votre second point, pour savoir si oui ou non vous aurez des places, oui ou non les stades seront ouverts. Donc maintenant, on a les éléments de réponse et ils sont favorables, tant mieux. Donc voilà, l'idée c'est au quotidien, c'est déjà dans un premier temps de gérer cette partie-là, rassurer les clients et voilà, leur dire qu'ils auront bien leur dispositif hospitalité. Puis également de continuer les ventes parce que ça, même si la gestion demande beaucoup de temps, l'idée c'est toujours de développer et d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc on continue à se développer. Aujourd'hui on travaille beaucoup aussi sur le tournoi à destination, sur le dernier match, le France-Angleterre par exemple, ou même le France-Irlande où il reste quelques places à commercialiser. Et Roland-Garros qui est notre événement phare et qui a en fait, si vous voulez, le fil rouge de notre saison sportive, c'est Roland-Garros. Donc dès juillet, après le tournoi, on débute la commercialisation de Roland-Garros de l'année suivante, avec une période de renouvellement, si vous voulez. Et donc ça va être un peu le fil rouge de notre année. Donc là, on travaille sur ça et sur le déplacement du Paris Saint-Germain à Madrid, qui est aussi un gros sujet. Donc on a quelques packages à commercialiser donc sur notre offre VIP. Sinon, sur la peur du Covid, pour votre second point, c'est évidemment quelque chose qui nous a beaucoup embêtés pendant bien longtemps. Aujourd'hui, on va dire qu'on est un peu plus habitué, un peu plus de recul et on vit avec. Et les clients le comprennent très bien. L'idée, c'est que, en fait, tout simplement, si jamais un événement est annulé à cause du Covid ou déplacé, on a la possibilité, on a une clause qui permet tout simplement soit d'annuler vos places et d'avoir un remboursement par exemple. Donc on est obligé de s'adapter bien entendu à ces nouveaux événements et c'est ce qu'on a fait avec voilà, pour assurer les clients. Vous êtes obligé d'intégrer ce genre d'éléments puisque sinon vous n'aurez pas de vente puisque les clients ne vont pas vouloir s'engager sur Roland-Garros si derrière vous ne les remboursez pas ou s'ils ne sont pas sûrs qu'il y ait l'événement, bien entendu. Pour terminer notre conférence, Romain, est-ce que vous pourriez nous dire quelles compétences il faut pour travailler dans ce domaine, pour occuper votre poste, et un ou deux conseils que vous pourriez distiller à nos étudiants? Alors, tout dépend du poste. Si c'est le poste de commercial. Le poste que vous occupez, vous, par exemple, en charge du développement des hospitalités. La pugnacité, très clairement, voilà, ça va être un des éléments, je pense, les plus importants lorsque vous êtes commercial. Il ne faut pas. Il y a plusieurs compétences qui sont importantes. Il ne faut pas avoir peur voilà, de prendre des portes, parce que très clairement, le quotidien, même si vous êtes dans le sport, vous prenez des portes quotidiennement et il faut toujours repartir de l'avant, pas se laisser abattre, même si vous avez des retours négatifs, même si vous avez des gens désagréables. Voilà, il faut rien lâcher, toujours être volontaire. Et puis après, sinon, ça c'est pour le poste de commercial de façon générale, et c'est, je vous dirais, même pas spécialement propre au sport. Je pense que c'est de façon générale. Sinon, les conseils que je peux vous donner, c'est surtout d'être curieux. C'est vrai que j'en ai déjà parlé avec Julien et c'est important de se tenir au courant de l'actualité sportive, économique. Voilà, quand vous parlez à des entreprises qui sont dans le BTP, dans le secteur tertiaire, enfin voilà, qui sont dans le consulting par exemple, qu'est-ce qui se passe dans leur secteur pour pouvoir un petit peu rebondir et même avoir une accroche, hein, tout simplement. Donc je pense qu'être curieux, c'est très important. Un petit conseil pour les personnes, enfin pour ceux d'entre vous qui souhaitent éventuellement travailler dans le sport, quelque chose qui est récurrent et qui est pour moi, je pense, pas disqualifiant, mais presque, c'est lorsque vous commencez une lettre de motivation en disant « je suis fan de sport, je suis fan du Paris Saint-Germain, je suis fan de Roland-Garros » ou ce genre de choses. Si vous voulez, lorsqu'on va recruter quelqu'un, on ne cherche pas un fan, on cherche quelqu'un de compétent.
Donc, il faut bien avoir ça en tête. On va chercher des compétences commerciales. Dans mon poste, c'est compétences commerciales ou marketing, si vous voulez intégrer le département marketing, mais pas un fan de sport. Voilà. Il y a plein de personnes qui sont chez nous, qui sont dans le milieu du sport, pour en connaître beaucoup, qui ne sont pas du tout fans de sport. Et on ne les a pas du tout recrutés pour ça. Donc, ce n'est pas quelque chose à mettre en avant. D'accord, eh bien écoutez, on va vous remercier en tout cas d'avoir passé un peu de temps avec nos étudiants, d'avoir réussi à montrer un peu l'étendue de votre poste. Et puis, ben, on va vous souhaiter bonne chance pour les prochaines ventes, les prochaines négociations eh bien, que vous allez mener pour vos clients. Merci beaucoup en tout cas, Merci à vous. Romain, pour votre présence et puis passez une excellente soirée. En tout cas, Également, à très bientôt. merci Bonne soirée beaucoup. à À très tous. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.